Notre peuple décidera lui-même de son destin. Nous voulons que l'Algérie demeure française. Nous demandons à toute la population de garder son calme. C'est des choses qui marquent à vie. Dans les yeux des personnes qui m'écoutent, j'ai la sensation qu'ils ne me croient pas. Donc j'essaye pas de convaincre, j'essaye juste de dire. Les gens ne savent pas ça. Les gens ne savent pas ça. L'armée de libération nationale avait demandé vers une campagne de recrutement pour ceux qui voulaient rejoindre l'armée de libération nationale sur des bases volontaires. C'était une centaine d'étudiants algériens francophones. Il y en avait qui venaient d'Aix-en-Provence, il y en avait qui étaient étudiants à Caen, d'autres qui étaient étudiants à Paris, d'autres qui étaient à Lyon, d'autres qui étaient à Nantes. Donc on s'est retrouvés en Tunisie et nous sommes allés vers les camps sur la frontière en attendant de rentrer en Algérie. Aux côtés des combattants de l'ALN, 250 000 civils algériens avaient trouvé refuge en Tunisie et au Maroc, où ils recevaient une aide internationale importante. Leur terre natale était si proche. Ils attendaient le retour, et le jour où ils pourraient voir grandir leurs enfants dans un pays libre ne semblait plus si loin. Qu'est-ce que vous êtes en train de coudre, mademoiselle? Je fais un drapeau algérien. Qu'est-ce que vous préférez travailler, la mitraillette à la main ou auprès de la machine à coudre? J'aime bien les deux, mais je crois que je préfère la mitraillette à la main. On n'acceptait pas de perdre. Nous ne voulons pas que le pays, l'Algérie, notre patrie natale, nous ne voulons pas qu'elle soit livrée à un ennemi que nous voyons comme le FLN. Voilà le sens de notre combat, il est là. On est jeunes, on est en bonne santé, c'est quand même de nous dont il s'agit, notre avenir, notre vie même. Il va falloir quand même qu'on riposte, on ne va pas se laisser trucider sans dire quoi que ce soit. Ni par le FLN, ni par les gaullistes. Parce que nous avions deux ennemis. C'est dans l'Espagne de Franco qu'un groupe d'ultras de l'Algérie française a trouvé refuge. En février 1961, d'anciens meneurs de la Semaine des barricades, comme Pierre Lagaillarde et Jean-Jacques Suzini, y fondent l'organisation armée secrète. Le général Salan en devient le chef. Un peu plus tard, les Algérois découvrent le premier tract de l'OAS dans leur boîte aux lettres. La dernière heure de la France en Algérie est la dernière heure de la France dans le monde, la dernière heure de l'Occident. Aujourd'hui, tout est prêt d'être perdu ou sauvé. En luttant pour l'Algérie française, vous luttez pour votre vie et votre honneur, pour l'avenir de vos enfants. Début 61, j'ai reçu la visite d'un, je dirais aujourd'hui, d'un recruteur qui avait trouvé ma fiche, parce qu'il avait cherché, bien sûr, comme il cherchait les jeunes gens qui, en principe, pouvaient être tentés de se battre. Et je me suis comme ça retrouvé, inclus dans un commando OAS à Oran. À Alger, c'était les Deltas. À Oran, c'était les groupes collines. Chaque groupe est constitué par 10 combattants armés, avec un chef. Donc ce sont des groupes civils, dirigés par des civils qui vont combattre. Le 31 mars 1961, l'OAS se fait connaître en métropole par l'assassinat du maire d'Évian, cette ville qui doit accueillir les pourparlers entre le gouvernement français et le gouvernement provisoire de la République algérienne. L'OAS affirme ainsi son opposition catégorique aux négociations.
Une attitude de refus qui prédomine aussi chez certains des anciens commandants de l'armée française en Algérie. L'armée française avait fait le serment solennel de garder l'Algérie dans la souveraineté française. Ce serment, nous venons aujourd'hui, au nom de l'armée, vous le renouveler. Nous assurons les musulmans que la France ne les abandonnera jamais et qu'ils peuvent être certains d'avoir dans notre belle Algérie fraternelle la place de choix qu'ils méritent. Et nous assurons aux Européens qu'ils ne se verront pas contraints de quitter leur terre natale. Vive la France! On connaissait mes sentiments, qui étaient ceux de la plupart des camarades d'ailleurs, et donc il y a un capitaine de l'état-major qui m'a demandé de mettre à disposition des unités. J'ai réussi à monter 2 petites sections de 20 types chacun, mais ça a été très improvisé ce putsch. Alors il a été très improvisé, il ne pouvait pas l'être autrement. S'il n'avait pas été improvisé, bien entendu, il n'y aurait pas eu de putsch du tout. Les putschistes sont dirigés par les généraux Chasles, Zeller, Jouhaud et Salan. Comme en mai 1958, ces militaires politisés pensent pouvoir encore peser sur les décisions prises à Paris. Et comme en mai 1958, l'enthousiasme des Français d'Algérie à leur égard les galvanise. Pour nous, c'était une grande joie. Pour tout le régiment, c'était une grande joie. J'étais plus que partant, quoi. Je voulais que ça se réalise dans le bon sens. On écoute un peu la radio, puis la radio est coupée. Enfin, mes parents étaient à Paris. Aucune possibilité de communication. On nous disait que les paras allaient débarquer à Paris, sauter sur Paris. Et moi, je voyais mes parents à Paris. J'avais plus peur pour mes parents que pour nous à Alger. Enfin, c'était vraiment... c'était horrible. Des renseignements nombreux, précis et concordants permettent au gouvernement de penser que les auteurs du coup d'État d'Alger envisagent à très brève échéance une action de surprise et de force sur la métropole. Des ordres ont été donnés pour repousser par tous les moyens, je dis bien par tous les moyens, cette folle tentative. Tous les syndicats se réunissent et sur la table, c'était que des cartes d'état-major de la région parisienne. Et donc là, on me dit, le danger existe, on ne peut pas laisser le pouvoir traiter ça de militaire à militaire, il faut qu'on soit prêt à ce que le peuple participe à la résistance. Mais il faut aussi qu'on ait des armes, et donc est-ce que l'UNEF serait d'accord pour demander des armes pour des milices de défense? J'étais un peu embêté, mais je lui réponds tout de même, écoutez, les étudiants n'ont pas fait leur service militaire puisqu'il y a le régime des sursis, donc je ne me vois pas demandant qu'on leur donne des armes, ce serait dangereux pour tout le monde. Un pouvoir insurrectionnel s'est établi en Algérie par un prononciamento militaire. Ce pouvoir a une apparence, un carteron de généraux en retraite. Il a une réalité, un groupe d'officiers partisans, ambitieux et fanatiques. J'interdis à tout Français, et d'abord à tout soldat, d'exécuter aucun de leurs ordres. Les élèves de l'école d'officiers de Cherchel ont fait savoir qu'ils ne suivaient pas les généraux d'Alger. Alors ensuite, tout le contingent, et il y avait quand même plus de 400 000 hommes dans l'armée française en Algérie qui étaient appelés, le contingent a fait savoir que, bien entendu, ils ne suivaient pas. Je vais vous dire, au bout de 2 jours, ça s'est arrêté. J'ai vu les unités de REP dans la rue, la population qui était très, à la fois enthousiaste mais inquiète. Mais parmi les camarades d'autres unités, etc.,
une grande incertitude. Tu crois que ça peut marcher, ce truc-là? Oh là là, c'était une très grande incertitude. Il n'y avait pas d'élan. Il n'y avait pas d'élan. Ici, la voix de l'Algérie française. Restez près de votre récepteur. Allô, population d'Alger, rendez-vous immédiatement tous sur le forum. Rendez-vous tous sur le forum. Ici, France 5. Nous demandons à toute la population de garder son calme. Nous demandons à toute la population de garder son calme. À quoi attribuez-vous la fin rapide de l'insurrection d'Alger? Écoutez, je crois que surtout c'est une question de communication. Mon opinion va peut-être vous paraître drôle, mais je crois que c'est dû aux postes à transistors qui ont permis en quelque sorte aux troupes du contingent d'être au courant de pas mal de choses et qui leur ont permis d'avoir un jugement très équitable. Et d'ailleurs, je leur tire mon chapeau. Et donc le lendemain, nous avons pris un convoi de camions et nous avons croisé sur la route le premier régiment étranger de parachutistes qui venait d'être dissous et qui, les hommes partaient à Alger pour être renvoyés en France. Et j'entends encore leur chant. Non, rien de rien, je n'oublierai jamais ni le mal qu'on m'a fait, ni la prise du QG d'Alger. Je me souviens de Pieds Noirs dans ma section qui pleuraient comme des madeleines parce que c'était pour eux leur dernier espoir était mort. Il y en a qui ont déserté de mon régiment et qui sont partis dans le civil, dans l'OAS peut-être, je ne sais pas. J'ai pas eu après de leurs nouvelles. L'échec du putsch est une deuxième naissance pour l'OAS. L'organisation voit affluer dans ses rangs des militaires qui ont déserté et des Français d'Algérie radicalisés. Le 31 mai, elle assassine le commissaire divisionnaire Gavouri, chargé du maintien de l'ordre au centre d'Alger. Et ce n'est qu'un début. Le colonel Rançon, il est arrivé en civil à Oran, en même temps à peu près que le commissaire Gavouri à Alger. Et il a été repéré. Le patron de l'hôtel nous a signalé que les coups de téléphone qu'il donnait sur Paris étaient de type militaire. Donc, c'était un ennemi. Il pouvait nous faire beaucoup de mal, donc il fallait l'abattre. Alors on lui a mis un pain de plastique de 700 grammes accroché à son matelas, parce que, paraît-il, il avait l'habitude de regarder sous son lit avant de se coucher, mais là on l'y a accroché sous le matelas. Et à 1h du matin, on l'a collé au plafond. Approuvez-vous l'action de l'OAS? Oui. Et approuvez-vous également les méthodes de l'OAS? Oui, je les approuve. Je pense que l'OAS réfléchit beaucoup avant de faire quelque chose et ce qu'ils font, je les approuve beaucoup. À Évian, un mois à peine après l'échec du putsch, les négociations reprennent. En gage de bonne volonté, la France décrète une trêve unilatérale des opérations militaires contre le FLN, libère 6000 prisonniers indépendantistes et suspend l'exécution des condamnations à mort. Le directeur de prison, je me souviens, je l'ai entendu courir dans le couloir pour venir me le dire avec toute une joie, je sais pas quoi. Ça, il criait, il me dit, ça y est, tu es gracié, tu es gracié, tu es gracié. Il arrive, il ouvre la porte. Ça, je l'oublierai jamais. Il a commandé un repas spécial pour moi. Ils m'ont préparé un repas en prison. Ils m'ont servi le repas, etc. Il a accompagné le cuisinier. Là, je l'ai apprécié parce que c'est vraiment gentil de sa part. Voilà. Ça lui a fait plaisir parce que j'étais gracié. J'ai échappé à la mort.
Une fois que j'ai quitté la cellule, à l'isolement, je me trouve avec les autres prisonniers. Condamnation à perpétuité, à la limite, bon, ça c'est autre chose, on verra bien. La trêve permet au FLN de se réorganiser. Les négociations achoppent sur le sort des Français d'Algérie et l'avenir du Sahara que De Gaulle refuse toujours de céder. Alors début juillet, le FLN lance un appel à la grève générale qui est suivi dans tout le pays. À Alger, on avait envoyé des régiments de parachutistes pour le maintien de l'ordre. Et donc, nous étions entourés de femmes qui faisaient des you-you, et donc nous ne pouvions pas faire grand-chose contre des femmes et contre des enfants. Ce maintien de l'ordre, pour nous, était très désagréable. Très désagréable et ne correspondait à rien. Nous n'étions pas faits pour ça. Nous n'étions pas ni de la police, ni... Nous étions des combattants. La population restait mobilisée, mais les luttes internes entre les leaders du FLN devenaient d'autant plus violentes que la perspective de l'indépendance aiguisait les appétits de pouvoir. Farhad Abbas est accusé d'être trop conciliant avec les Français. Il est remplacé par Ben Youssef Ben Khedda. Mais c'est un autre dirigeant qui s'imposait peu à peu, Houari Boumediene, le chef de l'état-major de l'armée algérienne. Boumediene, c'était un homme de pouvoir. Il savait où il allait. Ça ne s'apprend pas dans les écoles. On est chef ou on ne l'est pas. Il fallait une autorité. C'est grâce à cette discipline que nous avons pu créer un État. Sinon, on ne l'aurait jamais créé. Personnellement, je suis extrêmement dur avec ceux qui ont voulu imposer la primauté du militaire sur le politique. Il y avait de plus en plus d'affrontements, si vous voulez, sourds, comment sont capables les Algériens, entre ceux qui avaient deux visions différentes de l'Algérie. Ça a commencé là. À Paris, les attaques contre des commissariats redoublent d'intensité. Des policiers tombent régulièrement sous les balles du FLN. En octobre, le préfet de police Maurice Papon décrète un couvre-feu qui vise tous les Algériens. Ils savaient que les réunions, la rencontre, etc. se faisaient le soir. Les gens travaillaient pendant la journée. Donc, ils nous ont créé, à l'époque, si vous voulez, une prison à ciel ouvert. Les militants du FLN pressent la Fédération de France de réagir. Elle lance une action publique. Il faut vous préparer alors à une sortie, une marche pacifique le 17 octobre au plus tard. C'était un genre de défilé pour que l'opinion internationale et l'opinion française soient attirées que nous ne voulons pas de sang. Les Champs-Élysées, les grands boulevards, la place de la République, tout ça, ils sont inondés. Les Algériens sont dans la rue. Cette manifestation, elle a drainé environ entre 60 et 80 000 Algériens. Les responsables du FLN ne devaient pas participer pour protéger l'encadrement. C'est les porteurs de valises, c'est les Français et les Françaises qui nous ont aidés. Et on m'avait dit, vous suivez sur le trottoir, vous regardez et vous notez ce que vous voyez, enfin vous le notez, pas par écrit, mais dans votre mémoire, et ensuite vous faites un petit rapport, comment ça s'est passé. Au bout d'un moment, on a entendu des coups de feu, on les a entendus. On a entendu des coups. Et la foule s'est vraiment dispersée. Dispersée comme des volées de moineaux, ça rappliquait vers nous.
Il y a un gars en sang qui était soutenu par 2 de ses compatriotes. On l'a pris, j'ai dit écoute, je t'emmène, et on l'a descendu avec Clara dans le métro à Bonne Nouvelle en disant prends le métro et tire-toi, au moins toi t'en es sorti, etc. On a rencontré un camarade de Renault qui nous a dit devant le Rex, c'est un massacre, il y a des corps qui sont étendus devant le Rex. Ils ont tiré à balles réelles et il y a eu des morts. Je suis passé, je les ai vus de mes yeux vus. Il y avait des cars entiers qui étaient pleins d'Algériens. Et ils descendaient, les Algériens descendaient du car en se protégeant la tête parce qu'il y avait une haie d'agents avec leurs bidules, ce qu'on appelait les bidules, les grandes matraques, et qui leur tapaient sur la tête au fur et à mesure qu'ils s'engouffrent dans le commissariat. On avait trouvé que c'était scandaleux de frapper des gens qui étaient déjà arrêtés, qui n'avaient aucune arme et qui ne faisaient que se protéger des coups. Ils m'ont tabassé aussi, j'ai reçu des coups dans le dos et dans ma poitrine. Le sang a coulé, je suis tombé. J'ai actuellement des côtes fracturées, je n'ai pas pu être hospitalisé. Il y a eu pas mal de blessés. Des blessés graves, ils ont été transférés à l'hôpital. Il y a eu même des blessés graves qui sont morts sur le coup arrivé, on les a transportés sur notre dos. Le communiqué officiel, c'était 2 morts par accident ou je sais pas quoi. Il y a eu 13 000 arrestations, ce qui veut dire qu'il devait y avoir entre 15 et 20 000 personnes qui manifestaient. Et puis c'est dans les jours suivants que les informations sont venues, que dans la cour de la préfecture de police, on continuait à tabasser. Il y avait eu des Algériens qui ont été matraqués et jetés dans la Seine, nombreux, aussi bien au pont Saint-Michel qu'au pont qui conduit à Nanterre et à un autre pont. La répression du 17 octobre reflète bien le sentiment d'impunité des policiers parisiens. Mais cette violence d'État est vite effacée par d'autres violences. L'OS, organisation de l'armée secrète qui a maintenant ses 8 mois d'existence, a essentiellement pour but de maintenir l'intégrité du territoire national. L'Algérie en fait partie intégrante. Cela ne peut être discuté. Il n'y a qu'à reprendre nos petits manuels d'histoire et de géographie et nous y voyons marquer les départements français de l'Algérie. L'OS fera tout pour que l'Algérie ne soit pas séparée de la France. Et nous nous battrons ici pour cela. Fin 61, début 62, l'OAS se déchaîne. Menaces, assassinats, attentats, tout est fait pour saboter les négociations, éliminer les Algériens qui incarnent l'avenir de leur pays, pousser tout le monde à bout. Algérie française is a continuing theme here. We hear it daily, tooted on motor car horns in the street. Europeans carry key rings with little black feet, the pieds noirs. One shop alone has sold 50,000 of these mechanical dolls. Di-di-di-da-da, Algérie française it plays. Moi j'étais petite, j'avais 8 ans. On était habitué à des odeurs de jasmin, des odeurs d'épices, des odeurs d'ambre solaire, de cuisine, de poivrons, de tomates, des bonnes odeurs, quoi, des odeurs agréables. Et là, d'un coup, on est entouré par d'autres odeurs. De poudre, de guerre, de sang. Ça sent une odeur particulière. À l'arrêt d'un bus, je vois un homme avec un revolver. Et en fait, il a tiré sur l'arabe qui était à côté de moi. Et il a mis une balle dans la tête. Tout simplement parce qu'il avait un faciès d'arabe.
Et puis, moi, j'étais complètement hébétée parce que je croyais que c'était moi qui allais me faire descendre. La police est venue, on a emporté le corps. C'était devant... Je restais là, comme ça, complètement tétanisée. Je me souviens, devant un salon de coiffure pour dames, il y avait une très jeune fille qui devait être une apprentie coiffeuse dans ce salon. Elle est sortie avec un seau d'eau et un balai. Elle a nettoyé le sang sur le trottoir parce que ça faisait désordre devant le salon de coiffure. Et elle est rentrée dans le magasin de coiffure avec son seau et son balai. Et voilà. La violence meurtrière n'épargne pas la métropole. Des attentats simultanés ciblent des personnalités françaises à Paris. Une bombe explose au domicile du ministre André Malraux. Elle mutile une petite fille. Indignées, les organisations de gauche appellent à une manifestation pour la paix en Algérie et contre le fascisme. Ce rassemblement est interdit par la préfecture. À Charonne, alors que les cadres syndicaux qui étaient en tête du cortège avaient donné l'ordre de dispersion devant un mur de police juste devant, les policiers ont chargé. Et dans la bouche du métro Charonne, ils ont tué 8 personnes, 9, qui est un dernier qui a succombé après. Tous les morts étaient des militants du PC et de la CGT. C'est la CGT qui avait décidé que les militants décédés seraient enterrés au mur de la commune. Et donc le cortège est parti de la Bourse du Travail, la République, et est monté jusqu'au Père-Lachaise. Et bon, un cortège gigantesque. Plein de monde. En tête du cortège, les responsables syndicaux, derrière les corbillards, et derrière Corbillard, le PC, la CGT, et ensuite tout le monde, toute la foule. Il y avait au moins 500 000 personnes, on a dit plus, mais on ne sait jamais vraiment. On savait que toute la France était en arrêt de travail. Et donc on parlait, je parlais au nom des étudiants à l'ensemble du peuple français pour rappeler et s'associer les morts du 17 octobre aux morts du 8 février. Et celles du 8 février étaient les enfants, les filles des tueries du 17 octobre. Et c'était des sœurs et des frères. Un mois plus tard, à Évian, les diplomates français et algériens annoncent la levée des derniers obstacles et la fin de leurs négociations. Pour nous, cet accord respecte les principes pour lesquels nous avons lutté pendant 8 ans. Les objectifs de notre guerre de libération sont donc sur le point d'être atteints. Combattants de l'ANF, aujourd'hui, le cessez-le-feu est proclamé. Le cessez-le-feu n'est pas encore la paix. La paix n'est pas encore l'indépendance et l'indépendance n'est pas la révolution. C'est dire que la lutte continue, plus âpre, plus complexe,
plus subtil que jamais. Qui peut aimer une guerre? La guerre, on a été obligé de la faire pour regagner notre dignité. Continuer le combat dans ces conditions-là, on l'aurait continué quand même, le combat. Mais, humainement, il était tout à fait normal qu'on s'en soulageait, qu'Alhamdoulilah, je suis vivant. Dans notre camp de regroupement, un petit avion est passé, il a fait un lancer de tract. Et dans le petit pâté de paillotes où j'étais le seul qui savait lire. Et on m'a dit, lis-nous. Moi, je pensais qu'il fallait prononcer le Z et le C. Et j'ai lu « Que c'est le feu ?» Mais tout le monde avait immédiatement compris. Mais du côté algérien, les hommes qui ont négocié si longtemps le cessez-le-feu avec la France sont vite marginalisés. C'est à ce moment-là qu'a éclaté une crise profonde entre le GPRA, le gouvernement provisoire de la République algérienne, qui était le gouvernement civil, et l'ALN de Boumedienne, qui était l'armée, qui était des choses militaires. Donc il y avait une divergence, parce que l'ALN, les militaires donc, accusaient les civils d'avoir bradé les intérêts de l'Algérie. C'est toujours comme ça. Les militaires, ils condamnent toujours les civils d'avoir bradé. Il n'y a rien qu'eux qui sont patriotes, les autres ne sont pas. Et donc le projet politique de l'ALN nous a apparu à ce moment-là. Que l'ALN était faite pour prendre le pouvoir. Si le principe d'une Algérie indépendante est acquis, une question demeure. Quelle sera la place des Français dans cette nouvelle nation, c'est-à-dire de ceux qui tiennent encore la plupart des leviers politiques et économiques du pays? Officiellement, le GPRA les rassure. L'indépendance n'est pas la négation du problème posé par les Français d'Algérie, mais bien le point de départ d'une ère nouvelle où, tout en cessant d'être des super-citoyens d'une époque révolue, ils auront une place conforme à leur rôle, à leur dignité d'homme et à leurs intérêts bien compris. L'avenir, on le voyait, une Algérie plurielle. Ce que nous voulions tous, c'était une Algérie où on pourrait tous vivre ensemble, fraternellement. J'ai entièrement confiance à l'avenir. L'avenir, c'est la marche de l'histoire, c'est la marche du temps. Les peuples se développent, les peuples colonisés se libèrent petit à petit avec l'assentiment du monde entier. C'est le sort de l'Algérie, c'est le sort d'une jeune république qui ne demande qu'à se développer dans la paix et dans l'honnêteté. J'y ai toujours eu confiance. Je connais la population algérienne depuis pas mal de temps. Je vis au milieu d'elle, ici. Et par conséquent, j'ai entièrement confiance dans son développement et dans son désir de paix et d'arriver à faire quelque chose dont on entendra parler dans le monde. Le cessez-le-feu entre en application le 19 mars à midi. La transition politique est aussitôt lancée. Les militaires français commencent à plier bagages. Une nouvelle page va s'écrire pour l'Algérie, radicalement et dans la précipitation. Tout d'un coup, à partir du mois de mars, tout s'est dégradé. Enfin, c'est une pagaille totale. Et il faut bien dire que l'armée elle-même ne savait très bien plus où elle était, que l'administration civile était en train de faire ses bagages. Alors en plus, les sections administratives spéciales étaient destinées à être dissoutes. Le capitaine reçoit un message comme quoi on doit déménager le poste en 2 heures. Alors, je vais vite faire mon pactage, c'était très rapide. Je retourne en classe et je dis aux enfants, voilà, on s'en va. Je fais sortir les élèves, j'avais mon pactage prêt. Je ferme la porte à clé de ma classe, mets la clé dans ma poche. Tout le village était là. Tout le village, hommes, femmes et enfants, tout le monde était là. En silence. Un silence total. Et au moment où le convoi va s'ébranler,
Mes élèves se précipitent sur moi, empêchent la Jeep de démarrer, s'agrippent à mon treillis, s'agrippent à mes manches et crient « Pars pas, monsieur, pars pas, monsieur ». Et puis j'ai été affecté à Alger, 4 mois de maintien de l'ordre en pleine guerre civile, quoi. Alors on est arrivé dans une ville explosive. Et avec 12 harkis, j'ai sillonné les rues d'Alger en patrouille permanente. Alors on se faisait insulter, on se faisait cracher dessus, on nous lançait de tout, des balcons, des pots de chambre, de tout, même tout ce qui leur tombait sous la main. On était des traîtres, c'est-à-dire qu'on représentait, disons, un État qui les avait trahis. Fin mars, l'OAS recherche l'affrontement direct avec l'armée française. Dans son bastion de Bab el-Oued, ses partisans tendent une embuscade à une patrouille militaire. 6 appelés y trouvent la mort. L'armée riposte en bouclant le quartier. Au bout de quelques jours, l'OAS tente de briser l'encerclement par une marche des habitants de Bab el-Oued vers le centre d'Alger. Rue d'Isly, une fusillade éclate. Elle fait une 50aine de morts du côté des manifestants. Tous sont des Français d'Algérie. Papa était justement dans cette manifestation. Il est tombé et pour se protéger, il s'est protégé sous le corps d'une dame. Et c'est ce qui l'a sauvé. Et il est rentré à la maison. Il s'est assis dans son fauteuil. Il pleurait. Donc c'était la première fois que je voyais mon papa pleurer. Et c'est là qu'il a dit à maman, c'est foutu. Ce sont ses mots exacts. C'est foutu. Les Français d'Algérie étaient perdus. L'histoire se faisait sans eux et ils assistaient impuissants à la destruction de leur monde. Les grandes villes d'Algérie étaient livrées au jusqu'au-boutisme sanglant de l'OAS. Ce que l'OAS Alger n'a pas réussi, Oran le réussit. C'est-à-dire que le centre-ville devient un centre OAS où l'armée française ne pénètre plus. Nous nous positionnons vers un des carrefours qui ouvre sur l'axe central de la ville lorsque des blindés sont en train d'y patrouiller. C'est-à-dire que nous les attirons, c'est-à-dire qu'on leur tire dessus. Et on fuit vers le centre-ville. Nous nous dégageons latéralement sur les petites rues où le blindé ne peut pas entrer, et il est attendu place des Victoires, c'est-à-dire le centre de la ville d'Oran. Nos commandos sont là autour, à l'abri derrière des kiosques, derrière des arbres, et d'une façon générale, ont la peau du blindé qui est rentré. Nous pratiquons une guerre très moderne, c'est-à-dire que nous sommes extrêmement mobiles. Ce ne sont pas des actions de défense, ce sont des actions offensives. Viens mon petit, on va voir ta peau. J'ai participé une fois, le blindé est arrivé, et au moment où il a traversé la place des Victoires, il a reçu une grenade que notre chef lui a lancée simplement en la balançant comme ça. Il a eu la chance, elle est tombée dedans. L'intérieur a brûlé, les hommes sont sortis en feu, et nous les avons achevés au pistolet mitrailleur.
l'armée française ne pouvait plus traverser la ville en sécurité. Donc les half-tracks et les chars traversaient les centres de la ville en tirant sur les façades. Les gens se mettaient à plat ventre dans l'appartement parce que les 12-7 traversent les murs. Ils sont mis à tirer. Ce qu'ils appelaient ça des tirs de saturation. C'est-à-dire qu'ils ont tellement peur qu'ils tirent sur toutes les façades, à jet continu et abondamment. C'est une espèce de rideau de balles qu'ils font. Dans ce cas-là, on a intérêt à se terrer, à se mettre à plat ventre et d'attendre que ça se passe. Parce que... Ça tirait dans tous les sens. Les vies n'avaient plus aucune valeur. On tuait. Il m'est arrivé de réellement, je dis pas ça par figure de style, mais d'enjamber les cadavres. D'enjamber des cadavres. D'ailleurs, des cadavres qu'on ne jetait pas. C'est-à-dire que personne ne les ramassait. Ils pourrissaient sur place. J'ai été affecté à la préfecture, dans la ville d'Oran. Il n'y avait plus de directeur de cabinet, il n'y avait plus de directeur adjoint de cabinet, il n'y avait plus de chef de cabinet, il n'y avait plus de chef adjoint de cabinet. Donc en fait, bon, on m'a appelé directeur de cabinet parce que j'étais le seul qui ne soit pas un des deux secrétaires généraux. Et donc on vivait là, on était encerclés, quoi. On vivait derrière des sacs de sable. Parce que tous les soirs, entre 20h30 et 20h40, nous étions attaqués à la mitrailleuse. Et puis le matin, ce qui était quand même plus pénible, je faisais le tour de la ville européenne. J'avais une 2 chevaux qui était bien pratique, parce que si on allait en half-track ou autre, on allait être attaqué, donc une 2 chevaux, on n'attaquait pas. Donc on faisait le tour de la ville pour compter combien il y avait de traîtres à l'OS, c'est-à-dire des hommes nus dans des sacs de jute sur lesquels il y avait un écriteau, traître à l'OS. L'OS, il a tout bousillé, il a massacré les accordions, il a fait plus de mal aux Français qu'aux Algériens. L'OAS se lance dans une politique de la terre brûlée. Bibliothèques, hôpitaux, commerce, industrie. Il faut tout détruire pour laisser aux Algériens leur pays tel qu'il était en 1830. Juste avant la conquête française. Des fanatiques, il y en a des deux côtés, mais des hommes de bonne volonté aussi. Pour échapper au climat explosif d'Alger, c'est dans une cité administrative construite dans l'urgence en périphérie, à Rocher-Noir, que s'installe le pouvoir exécutif provisoire. Il est composé d'Algériens et de Français. Abderrahmane Fares le préside. Il vient tout juste d'être libéré de prison. Dans tout le pays, le principe est le même. Des commissions mixtes de cessez-le-feu organisent la transition. Djoudi Atoumi fait partie de l'une d'entre elles. La première rencontre elle a été glaciale. Nous avons vu 3 officiers, les tempes grisonnantes, alors que moi j'avais 24 ans. Je leur ai dit comment puis-je m'asseoir en face de ceux qui ont les mains pleines de sang. Et finalement, tous les officiers des commissions de cessez-le-feu n'ont pas participé à la guerre d'Algérie. Ce sont des officiers qui sont venus de France et qui avaient les mains propres. Reste le sort des Algériens engagés dans les forces supplétives de l'armée française. Que vont-ils devenir ? La propagande du FLN était pour nous rassurer. N'ayez pas peur, il n'y aura pas de représailles, vous seriez pardonnés, l'Algérie nouvelle vous attend, il faut payer vos cotisations. Est-ce que vous croyez que votre vie serait en danger ? Oh, ma vie. Oui. Puisque j'ai servi les drapeaux. Je travaillais sous les drapeaux français. Hein.
Et une fois qu'il n'y aura plus de combat, alors qu'est-ce qu'ils vont faire de tous ces harkis là, de tous ces moghaznis et tout ça? Je crois qu'il est prévu justement qu'on les recase soit dans l'armée française, soit qu'on essaye de leur trouver du travail. Et dans les accords sur le cessez-le-feu, il est prévu que après, on ne pourra pas leur reprocher d'avoir servi dans l'armée française. Ils avaient commis beaucoup de méfaits, commis des crimes. Les blessures étaient encore vives, la douleur était encore vive. Donc la population s'est vengée. Les harkis ont été livrés par l'armée française à la vindicte populaire. Un point, c'est tout. J'ai une vingtaine de harkis, je ne peux pas les laisser tomber. Et ma mère m'a dit, tu fais ce que tu peux, et nous, on les accueillera. Il y a la ferme qui est à côté, qui est libre. Mon frère Yannick m'a dit, moi je te comprends, il n'y a pas de problème. Donc j'ai dit, tu loues un car, tel jour à Marseille. Comme j'étais officier, j'ai pu embarquer en priorité mes harkis. Donc il y avait quand même plus de 43 personnes. Et ils sont remontés jusqu'à la propriété de famille à Saint-Cassien. C'est mon frère Yannick qui a quitté le séminaire pour s'occuper de tout ce monde-là, parce qu'ils n'avaient pas d'argent, ils n'avaient rien. Ma mère leur a donné des cours de français, on leur a appris à tricoter, et puis il leur apprenait à faire la nourriture un petit peu à la française, quoi, parce qu'on n'avait pas les mêmes ingrédients que là-bas. Moi, j'étais resté à Ténès. La sécurité militaire est venue me voir, un colonel et un commandant d'Alger, en me disant, mais qu'est-ce qui vous a pris de renvoyer ces harkis en France? J'ai dit, d'une part, ils sont plus harkis, ils sont démobilisés. Et d'autre part, j'ai dit, qu'est-ce que vous me reprochez? Ils sont français comme vous et moi. Les harkis qui réussissent à quitter l'Algérie avec leur famille se retrouvent dans des camps militaires, des hameaux forestiers, des cités dites de transit. Ils sont installés dans un entre-deux qui rend leur intégration en France difficile. De leur côté, les réfugiés algériens du Maroc et de Tunisie commencent à rejoindre leur terre natale. Et puis il y a les Français, qui abandonnent tout dans la précipitation. Les craintes liées à leur avenir sur place sont plus fortes que le saut dans l'inconnu que représente pour eux la vie en métropole. La radio officielle disait « Restez, vous vivrez ensemble, désormais, l'Algérie, etc. » Tous les gens que je pouvais, je leur disais « Ne restez pas. » Est-ce que vous comptez rester définitivement en métropole? Je ne sais pas. Vous ne savez pas encore? Je ne sais pas encore, suivant les événements. Vous avez des parents en France? J'ai toute ma famille. Par conséquent, vous allez décider maintenant? Non, en Algérie. Elle est restée là-bas. Est-ce que vous pensez qu'ils viendront vous rejoindre? Moi, j'étais la 5e génération en Algérie. Préparer quoi? Aller où? Comment? Et vous savez, la plupart des Européens en Algérie étaient des gens très modestes. Très modestes. Comment voulez-vous préparer? Il faut acheter quelque chose, louer quelque chose de l'autre côté où vous n'avez jamais été? Que fallait-il emporter? Donc moi, j'ai distribué tous mes jouets avant de partir. Et j'étais accrochée à la dame qui s'occupait de moi, Zaya. Je voulais qu'elle parte avec nous, parce que c'est s'occuper de moi tout le temps. Le matin au soir, elle était là, elle dormait avec moi. Ça a été un déchirement de la laisser pour moi. Voilà. Nous, on n'avait rien. On avait un baluchon. Nos affaires sont restées là.
On n'avait qu'une seule idée, on va partir en France, on ne sait pas ce qui va arriver de nous. Voilà, c'est tout. Évidemment, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de camions, il y a beaucoup de camions qui déversaient des centaines et des centaines de soldats top pactage. On était des milliers à reprendre le bateau, donc il a fallu attendre, être patient, assis sur nos pactages pendant des heures. Je vois encore la colonne de soldats qui montait la passerelle en criant la quille. Pour nous, ça a été un soulagement extraordinaire. Là. On s'est dit, ça y est, enfin, on s'en va. Le cauchemar se termine. Mes parents pensaient, peut-être qu'un jour on y retournera. Mais je crois que j'ai compris tout de suite. Moi, il m'arrive de faire un rêve. Je rêve que je suis à Alger. Je suis dans ma rue. Je la vois comme si j'y étais. Je pousse la porte, je rentre, je monte l'escalier. Et au moment où je sonne à la porte, je me réveille. En quelques mois, plus de 2/3 des Français d'Algérie quittent leur terre, leurs racines. Ils partent vers la France en tant que rapatriés. Et cette France, ils ne la connaissent pas. Le 1er juillet, le référendum de ratification des accords d'Évian est approuvé à 99,72% des votants en Algérie. Le lendemain à minuit, c'est la fin de l'Algérie française. Les Algériens sont indépendants. C'était la joie. On était très très contents. Je peux pas vraiment décrire ça. C'est, je sais pas. C'est quelque chose d'extraordinaire. Le jour de l'indépendance, je me suis retrouvé dans une grande avenue d'Alger. Il y avait les gars qui venaient du gouvernement et ils les ont traversés devant la foule. Et il y avait la foule partout, les gens étaient partout, tout le monde dansait, tout le monde les drapeaux, sur les cars, sur les camions, il y avait Alger était en ébullition. C'était une espèce d'explosion de joie magnifique. On voyait des adultes danser. Pour nous, c'était impensable parce que pendant toute la période de la guerre, on ne savait pas ce que c'était une fête. J'allais dire, même le fond de l'air avait changé, quoi. Quelque chose avait changé. Eh ben, j'étais à Paris, en France. C'était la joie, c'était la fête. L'organisation m'a chargé d'acheter des tissus pour confectionner des drapeaux. Je suis allé au marché Saint-Pierre, où c'est moins cher, et j'ai pris 3 rouleaux. Et il est allé la chef, et il m'a dit, regardez, il m'a dit, mais monsieur, c'est le drapeau FLN. J'ai dit oui, en effet. Et il m'a dit, oui, ça me fait mal au cœur. Pourquoi? Il m'a dit, moi, je viens de là-bas. J'ai dit, madame, c'est votre drapeau, vous avez tout l'honneur de le revendiquer. Alors il m'a dit, non, pas tout de suite, peut-être plus tard. Et il m'a fait quand même une remise de 5%.
les violences accumulées au cours de tant d'années de guerre ne cessent pas du jour au lendemain. À Oran, les fêtes de l'indépendance virent au cauchemar. Une fusillade, peut-être provoquée par les derniers ultras de l'Algérie française, éclate. Des dizaines d'Algériens sont tués, des dizaines de Français lynchés. Le peuple algérien, qui aspire tellement à la paix, doit maintenant prendre en main un pays désorganisé et une société meurtrie. Une nouvelle histoire commence. نمشيو تحل السماء على زود ودار فيه قوس قزح هذوك قيلة قعدت كي تحل هكاك السماء قعدت قلت الجنة وغفران ذنوب ربي يحني قلت يا ربي يحني ما نطلب من عندك والو نحب تطول لي في عمري وتنحى القيرة هذه ونشوف أولادي هما طلبوا يمكن الآخرة Merci aux femmes et aux hommes qui nous ont confié leurs témoignages. Vos histoires sont aujourd'hui notre héritage.